Salam alaikum. Donc le colloque d'aujourd'hui à Tlemcen, à l'université de Tlemcen, à la faculté des sciences sociales et humaines, avait pour thème important la médecine au contact de la société et de la philosophie. Et s'il y a un domaine de la médecine où le médecin, le chirurgien, le biologiste est confronté à la société, confronté donc à des questions sociales, des questions culturelles, des questions cultuelles, c'est la transplantation d'organes, qui veut dire prélever une personne, vivante ou décédée, et donner l'organe à un ou plusieurs, les organes à un ou plusieurs receveurs. Alors, c'est une création médicale, ce n'est pas une médecine conventionnelle. Et nous faisons donc appel à la religion dans notre pays, la religion musulmane, ce que c'est licite, halal, et donc il y a eu une fatwa de 1985 pour ça, et nous devons nous protéger par le législateur, par les lois et par les arrêtés ministériels pour encadrer ces activités qui ne sont pas des activités conventionnelles, mais des activités de type transgressif, c'est-à-dire nous allons ne pas respecter le caractère sacré de l'inviolabilité d'un corps humain, transgresser, prélever, transplanter. Alors, durant ces 20 minutes, ce qui est court pour parler de ce domaine très sensible, très compliqué, mais en même temps, c'est pas mauvais parce qu'on va à l'essentiel, c'est ce que j'ai essayé de faire, de parler au grand public, dans l'université, loin des médecins, des aspects culturels, notre religion et la perception de notre population. Même si la photo est illicite, la population dit « je ne suis pas sûr », donc je chauffe l'imam. Et du culturel, le rite mortuaire, نغسل cadavre, ما تمسوش, لما نتمد, وعلاش pas la famille تاعو اللي تمد. Vous voyez? Et le niveau de santé doit s'élever, le niveau du service médical rendu, le fait que les familles sont certaines que l'équipe médicale et chirurgicale a tout fait pour sauver leurs parents. Quelquefois, souvent même, ils n'ont pas ce sentiment que les équipes ont tout fait pour sauver leurs parents et donc ils s'opposeront à ce qu'on prélève ces organes pour autrui. Voilà, donc 20 minutes d'un grand honneur qui m'a été fait par l'université de Tlemcen. Le silence et des applaudissements m'ont réchauffé le cœur, en plus de l'honneur qui m'a été fait. Dans la recherche de l'autre, hein, le médecin, le pharmacien, le biologiste. Donc ça, je suis dans cette lignée-là d'ouverture vers les hommes décédés. Alors, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui me beaucoup, la médecine orpheline des sciences sociales. Alors, avant de commencer, je vais essayer d'où je parle, parce qu'il faut essayer de contextualiser d'où je parle. Vous savez, la recherche, ce n'est pas les réponses, c'est le questionnement. Si on n'a pas de questionnement, ce n'est pas les vérités en soi, comme dirait Foucault, le régime de vérité. Non, c'est questionner de façon plurielle la santé, la médecine, la maladie. Trois dimensions qui vont structurer notre projet, notre vision de la recherche. Hein. Et c'est une recherche, d'abord, ce qui est important pour nous, c'est que la passion pour les sciences est indissociable de trois éléments importants. C'est l'immersion. L'immersion. Les ethnologues aiment parler d'immersion. L'immersion, c'est aller vers l'autre, s'immerser dans le terrain. J'ai parlé tout à l'heure de l'intrusion. C'est pas méchant, l'intrusion constructive. Hein? On allait dans les hôpitaux, on faisait des séminaires. Donc on allait vers les autres. Et cette intrusion, cette immersion nous permettait de comprendre de l'intérieur les logiques des gens. On a découvert aujourd'hui la figure du psychothérapeute Viktor Frankl, qui a en quelque sorte révolutionné la psychothérapie en inventant une nouvelle méthode thérapeutique qui s'appelle la logothérapie et qui est basée sur l'analyse existentielle et la quête du sens. Et l'objectif de cette intervention a été de donner un aperçu de cette logothérapie. D'un côté,
il a vu que le corps, il relève de la médecine, l'âme relève de la psychologie et donc l'esprit qui relève de ce qu'il appelle justement la médecine spirituelle ou la thérapie par le langage. Il n'est pas anodin de dépeindre la logothérapie comme un exercice spirituel. Savamment mis en branle par Pierre Hadot, par exemple, Michel Foucault, Martha Nussbaum et Jean Greisch. Le but de la logothérapie en tant qu'exercice spirituel est de réaliser la conversion de l'âme ou la transformation de soi. L'initiative d'université était très intéressante et très importante dans la mesure où elle permet justement, comme le dit Madame Rachida Ben Khalfat, c'est le décloisonnement des sciences et des savoirs, c'est de jeter des ponts entre plusieurs savoirs et dans ce cas de figure, c'était jeter les ponts entre la philosophie et la médecine qui d'ailleurs, ils étaient déjà dans le passé ensemble, parce que les philosophes étaient médecins, les médecins étaient philosophes, mais avec la division du travail et la spécialisation, donc chacun est parti de son côté, il y avait cette atomisation des savoirs, et donc avec ce genre de colloque dirigé par l'université et par les laboratoires de recherche qui ont participé dans ce colloque, on essaye de renouer les liens entre les savoirs, entre les connaissances, et donc de donner un nouveau souffle à la recherche scientifique et une nouvelle alliance entre les sciences et les savoirs et ce qu'elles peuvent apporter à l'être humain en tant que tel et aussi à la société. ركزت مساهمتي في المداخلة التي اقترحته عنوانها بالفيمينولوجيا الفن والطب العقلي لدى أنري مالديني على مسألة أساسية متعلقة بإمكانية فهم المريض انطلاقا من الفن تحديدا وانطلاقا من التحاليل التي يمكن للفينومينولوجيا باعتبارها الفلسفة التي تدرس ما يتجلى وما يظهر عن الظاهرة. ركزت على مسألة إمكانية أو عدم إمكانية استدعاء الفيمينولوجيا في علاج المرضى وخاصة مرضى المصابين بالإدمان ومصابين بالتفكك والفصام وغير ذلك من أمراض العصر التي تكاد يكون مجتمعنا الآن يعرفها بشكل يعني كبير، وبالتالي قدمت مقترح ربما للفلسفة في المستقبل أن تساهم في مد يد العون للطب والصحة في أن تساعد على معاودة بناء الذات التي تعاني من الأمراض. وكان مالديني الأرضية التي انطلقت منها باعتباره أحد أبرز الفلاسفة الذين احتكوا بعوالم متعددة من طب عقلي والفنون وتحديدا الرسم أو التصوير وأيضا الموسيقى والشعر. في ان انتروتيان عمله مع فيمينولوج كريسيونيس، هذه ارشيتكت وفيمينولوج، يقول فيها مالديني ونجيب النص كما يعني ما اشار اليه مالديني: tous mes échanges avec Roland Kuhn et avec Ludwig Biesinger ont été importants, c'était même capital parce que ça a été ma véritable initiation à la filmologie. Depuis, j'ai bien compris que la filmologie. أعتقد أن الشيء الأساسي هو أنه ينبغي أن نلتفت إلى هذه المجالات التي ربما لم تأخذ حقها في مجتمعنا لكي تكون سندا للمجتمع العلاجي والمجتمع الطبي. لا أقول بأن الفلسفة تكون بديلا للطب، ولكن أقول بأن يمكن للفيلسوف أن يقدم يد العون، لأنه أسئلته الأساسية هي أسئلة متعلقة بالذات الإنسانية والوجود. إذن مشكلة المريض هي مشكلة وجود. لماذا؟ لأنه عندما ينفصل عن ذاته، عندما ينفصل عن مجتمعه، فإن هنا تطرح أسئلة أساسية متعلقة اسكيل اكزيست او با. وبالتالي هذا النوع من
من الأمراض أو نوع من الأسئلة يمكن للفيلسوف بمعية طبعا الفنان وبمعية رجال الصحة ورجال الطب في إيجاد حلا لما يعاني به تحديدا مجتمعنا من ظواهر صارت منتشرة بشكل مخيف. ربما في المستقبل يكون هذا الأفق مفتوح ليس فقط لجامعاتنا وإنما حتى للجمعيات والمؤسسات التي تهتم بالفضاء العمومي وغير ذلك. وشكرا. المتحدث الأستاذ الدكتور مونس بخضرة، أستاذ فلسفة بجامعة تلمسان، متخصص في الفلسفة الهيجلية، رئيس مجلة مينيرفا، ورئيس للقسم منذ سنة 2017 إلى يومنا هذا. عنوان محاضرتي كانت كالآتي: تهديد الحياة نقطتان، محاولات في إتيقاء اليأس والنبل عند هيجل. لماذا هيجل؟ لأن هذا الفيلسوف خصص حيز كبير لدراسة استشكال الحياة، وعاد إلى الفطرة اليونانية، كون أن الحياة بالمفهوم اليوناني كانت هي أفضل النماذج التي حققت شرط وخاصية الائتلاف والاتفاق. اللحظة الثانية ظهر مفهوم الحياة فيما يعرف بالوعي الذاتي المعرفي الذي تتشكل للإنسان من خلال علاقته بالأشياء، وهذه العلاقة لم تبقى حبيسة عند الأشياء وإنما شملت ذات أخرى، وانتهى المطاف بانتصار السيد على العبد. مع مرور التاريخ تشكلت علاقة بين السيد والعبد، فالعبد صار شيئا بالنسبة للسيد، والسيد يتصل بالعالم عبر العبد. يرى أن الحياة بصورتها الحقيقية فقدتها البشرية بعد زوال اليونان، وكانت الصورة العليا للحياة هي الصورة التي كانت موجودة عند اليونان، بمعنى الحياة اليونانية هي الحياة النموذجية التي فقدتها البشرية. سررت كثيرا بإقامة هذا المؤتمر الدولي الراقي في نوعه، نظرا لأهمية العناوين التي تقدم بها المحاضرون، حيث حضر أساتذة كثر من داخل الوطن ومن جامعات مختلفة، وأيضا بعض الزوار الذين أتونا من فرنسا ومن تونس، وتم الترحيب بهم جميعا. وفي عموم الملتقى حقق تقريبا كل الأهداف المنشودة، ولهذا الأساس يعد ملتقى ناجح جدا، ونحن نعتبره النسخة الثانية للملتقى الذي استضافه قسم الفلسفة بجامعة تلمسان سنة 2018 الذي كان بعنوان الفلسفة والموسيقى، وهذه النسخة هي النسخة الثانية حول الفلسفة والطب والصحة. ونحن نفكر مستقبلا برئاسة الأستاذة بقى الفترة رشيدة للنسخة الثالثة الفلسفة والمعمار، وعليه كرئيس لقسم يعني اغتنم هذه الفرصة لأقدم جزيل الشكر لجميع القائمين على هذا النجاح، هذا الملتقى المتميز، سواء أساتذة وطلبة. وأيضا أقدم كل أسمى التحيات لرئيسة الملتقى بقى الفترة رشيدة على حرصها ونشاطها الدؤوب، وهو ليس بغريب عنها. وشكرا لكم. Rachida Kalfat de l'Université de Tlemcen, département de philosophie. Donc j'interviens aujourd'hui sur le troisième axe, Al-Mihwar Al-Thalith, concernant un sujet qui est très très d'actualité, que j'ai intitulé Épistémologie comparée du post-humanisme, une archée de la panta-humanité nouvelle. Alors, dans ce titre se trouve carrément toute la problématique. J'interviens avec des explications, déjà des concepts. Parce qu'aujourd'hui, la philosophie ne travaille plus sur la construction des idées, mais sur la construction des concepts. Bina al-mafahim, wa laysa bina al-afkar. Épistémé en grec se dit les sciences, se définit comme des sciences, les sciences mathématiques. Mais quand on pense à ce terme qui est quand même ses origines au niveau étymologique, d'après la science des étymons, il a un autre sens. El-Fet Sama, qui signifie tout simplement briser, casser, pour reconstruire ce qu'on a cassé,
reconstruire ce qui a été brisé. C'est un peu ce qu'on appelle dans notre jargon philosophique, al-falsafa tafkikiya, qui a donc va ouvrir, casser pour reconstruire de nouveaux concepts. L'arché, c'est qui a donné orech, et qui veut dire l'origine de, l'origine des origines. Hein. C'est comme l'archéologie, tout ce qui commence par arché, orech, et qui signifie aussi voyage. Qui signifie voyage et qui signifie tarir. Le tarir est justement un voyage dans le passé par rapport à cette origine terminologique du mot orech. Donc cet arché qui va donc être à la naissance de cette panta-humanité nouvelle par rapport à toute cette technologie, technobiologie qui vont faire de l'humain aujourd'hui un nouvel homme. Donc ici, le transhumanisme va interférer au niveau donc de cet homme augmenté H+, où l'homme a la liberté de vouloir bien vivre, c'est tout son droit, il peut décider de ne pas mourir, de mourir quand il veut, choisir sa date. Et pourquoi pas, l'homme pourrait être aussi éternel, ne pas vieillir, ne pas être malade, enfin, tout ce qui constitue le bien-être de l'homme. Le transhumanisme, c'est l'homme qui va venir après. Voilà, constituera le fondement premier du nouvel homme nouveau. Voilà en gros ce que je vais donc développer dans cette intervention. Et pourquoi il sera nouvel homme nouveau? Parce qu'il va perdre de son humanité. Même le mot humanité est un peu dérangeant. Pourquoi? Puisque c'est un homme qui va être robotisé. Il va ne plus raisonner parce que l'intelligence artificielle va substituer à la raison première. Donc toute la problématique ici, par rapport à cette robotisation de l'homme, mécanisation de tout, par rapport aux technobiologies, tout ça, fait que l'homme, aujourd'hui, ne décide plus de lui-même, mais il est géré, conduit, guidé par des puces, un peu de partout, par des implants, et qui fait que la philosophie se questionne, et questionne aussi les médecins et la santé. Que peut faire la philosophie par rapport à ces problèmes? Que peut faire aux enjeux de la médecine future? Que peut faire le post-humanisme, que peut faire la philosophie par rapport au post-humanisme. Donc toutes ces idées donc vont un petit peu échelonner un petit peu l'intervention que j'ai donnée ce matin au niveau du troisième axe. Ce colloque se veut être un petit peu le modèle ou un point de départ pour construire Bina al-Jusur, construire des passerelles entre les laboratoires, entre les départements, entre les facultés, entre les universités elles-mêmes, les universités algériennes, pourquoi pas des passerelles entre l'université du Nord et du Sud. Par exemple, l'université de Naama, Adra, tout ça, il y a quand même une espèce de disjonction entre nos universités, et il est temps aujourd'hui, puisque la pensée contemporaine travaille au niveau de l'évolution des sciences et des technologies sur une multiversalité des sciences qu'il faut donc appliquer aussi chez nous. Je souhaiterais quand même, là c'est une idée assez personnelle, que lorsqu'on traite des thématiques, que ces thématiques soient vraiment liées à la réalité algérienne, au niveau sociologique, au niveau philosophique, au niveau des sciences médicales, à tous les niveaux. Il faut resserrer un petit peu les idées, les concepts par rapport à notre réalité algérienne. Les 17 enseignants qui ont intervenu étaient pratiquement tous en plénière, qu'on a réservé pour le matin. Et il y avait une reprise par la suite. On a mis quand même des workshops en place sur les 2 journées, dont la première journée a eu lieu avec l'ouverture du colloque de la faculté des sciences humaines et sociales à la Rocade. Et pour la clôture du colloque, on a décidé justement de le faire dans la faculté de médecine, département de pharmacie, justement pour marquer ce pas du décloisonnement entre les universités et entre les facultés plutôt, et entre les départements. Bon, c'était en notre première année, on a un module de SSH. Il y avait une phrase qui se répétait par rapport au sujet, c'est que est-ce qu'on est arrivé à la mort de la mort à cause de la technologie? Donc, je félicite vraiment et de tout cœur tous nos intervenants. Ils étaient d'une qualité extraordinaire, aussi bien M. Heddoum, aussi bien M. Hajdin Sariali, aussi bien M. Amin Benamar. Enfin, voilà, donc il y a ici tout un panel, aussi bien M. Choukrizine, de
Monsieur Cherbel, exactement. Donc, n'oublions pas aussi Ada Cloche de l'Université de Montpellier, ainsi que Abdelkader Boudouma de l'Université de Tlemcen et Ali El Habib Lafreoui de l'Université de Sfax. Monsieur Mguini, Monsieur Mustafa Ben Mansour, qui encore, il y a eu aussi comme sommité, on a eu aussi Monsieur L'Ayadi de CHU d'Oran, on a eu aussi Monsieur Mebsoul, une figure extraordinaire aussi qui nous a vraiment régalé. Oui, Anne-Marie Moulin, qui nous a envoyé aussi une vidéo. Ahmed Attar, en tant que directeur du laboratoire de la féminologie et ses applications, ainsi que professeur Khadra Mounis, en tant que conférencier et en tant que chef de département de philosophie de l'Université de Tlemcen. Le président de l'Université de Tlemcen, M. Mourad Megachou, ainsi que les doyens respectifs, M. Abi Ayed Chakib de la faculté de médecine et doyen des sciences humaines et sociales, M. Professeur Nasreddin Ben Daoud. Tous ces noms sont porteurs d'un gigantisme scientifique dans leur esprit et dans leur pensée. يقوم بالكلمة الأخيرة اختتام هذه الملتقى حول الطب والفلسفة والصحة والشكر. Tous ceux qui ont participé pour immortaliser ce moment.